Quand vous prenez l'argent des partenaires qui viennent pour mettre sur Inga, vous, en tant que Congolais, vous devez comprendre que cet argent vient des partenaires. Donc cet argent, c'est pour l'intérêt des partenaires.
Salut tout le monde, bienvenue encore sur un autre épisode de Son of Congo, une émission où nous parlons de tout ce qui a à voir avec le développement de la République démocratique du Congo. Moi, mon nom c'est Ashok Manono, je suis un Congolais d'origine et je vis ici aux États-Unis. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important et c'est un sujet dont j'avais commencé à développer dans le premier épisode. Mais on va essayer un peu de développer davantage dans cet épisode ici et ajouter quelques exemples dans tout ce qu'on est en train de dire. Mais avant de commencer cette émission, on va commencer par les housekeeping, ça veut dire les règles du jeu. Comme vous le savez, la règle numéro 1 est le français. Moi, je vis dans un pays qui est anglophone, donc comprenez un peu les erreurs de grammaire et tout. Et essayez vraiment de vous concentrer sur le contenu de l'émission et pas sur le superficiel. La règle numéro 2 est que Son of Congo, c'est une émission qui est aussi pédagogique. Ça veut dire que le but de l'émission est aussi d'enseigner à la jeunesse congolaise, de les apprendre certains concepts, de les apprendre une façon de voir les choses. Donc, si vous êtes déjà un professionnel et que vous connaissez toutes ces choses, je vais vous demander seulement d'être un peu patient parce qu'il y a toute une jeunesse qui est en train aussi de nous suivre. Et le but, c'est vraiment de l'émission et que cette jeunesse puisse comprendre certaines choses. Et finalement, la dernière règle du jeu, ce qui n'est pas vraiment une règle, c'est vraiment un prerequisite. Avant de regarder cette émission, allez regarder les émissions passées. Comme ça va vous donner un peu une bonne idée de ce que je suis en train de dire. Et ça va vous aider aussi à keep up avec tous les sujets dont nous sommes en train de partager. Donc, si vous avez le temps, allez regarder ces émissions et puis continuer avec celle-ci. Bon, on va commencer avec le sujet d'aujourd'hui qui est le changement de mentalité. Comme je le disais au premier épisode, et que le Congolais a besoin de changer sa mentalité pour que notre pays puisse se développer. Et si vous regardez l'épisode numéro 1, le ministre parlait de ça. Il disait que vous allez commencer à passer de gouvernement en gouvernement, mais les choses comme telles ne vont pas vraiment changer. Parce que l'homme congolais lui-même n'a pas encore changé. Et c'est de ça que je veux parler dans l'émission d'aujourd'hui. Comment nous, en tant que Congolais, on peut changer un peu notre façon d'être. Et ça touche directement au sujet où je parlais de la NAPI. Et dans l'émission, ce que je disais aux autorités du pays est qu'un État, en tant que pays, ou bien un gouvernement, comme ici on est en train de parler de gouvernement, quand vous êtes en train de passer des lois et vous êtes en train de charger des taxes, les taxes que vous chargez à la population doivent être des taxes qui sont justifiées. Donc, pour tout ce que vous êtes en train de charger au peuple, vous devez rendre ce service. Ça veut dire que si l'État prend des taxes routières, l'État doit être en mesure de rendre ce service et d'arranger les routes. Si l'État est en train de charger pour une taxe sur l'environnement, l'État doit être en mesure d'arranger l'environnement autour des parcelles des gens. Ça veut dire récolter leurs poubelles, nettoyer leurs caniveaux et toutes ces histoires. Mais de l'autre côté de l'équation, il y a aussi le peuple. Le peuple a aussi une responsabilité dans tout ça, parce que le peuple est en train de payer les taxes. Ce que les Congolais doivent comprendre peut-être est que les taxes que vous payez au gouvernement congolais, c'est ça que l'État utilise pour vous rendre ce service. Ça veut dire que vous, en tant que population, si vous ne payez pas ces taxes, l'État ne pourra pas être en mesure de vous rendre les services dont vous êtes en train d'attendre. Donc ici, vous voyez que du côté de l'État et du côté du peuple, il y a quand même une sorte de responsabilité pour développer un pays. Ça veut dire que du côté de la population paye l'État, les taxes et les impôts, et de l'autre côté, l'État rend ses services à la population. Donc c'est un peu ça la dynamique dans un pays qui fonctionne normalement. Mais maintenant, ce qui arrive en République démocratique du Congo, c'est que moi, par exemple, j'ai constaté et que vous avez une population qui ne paye pas les taxes. Dans l'exemple que je vous avais donné de Maman Tété dans l'émission précédente, Maman Tété, elle travaille à la SNEL et elle reçoit un salaire de la SNEL. En recevant ce salaire, peut-être c'est possible qu'elle ait quelques taxes qui sont appliquées à son salaire. Ça veut dire que même ici aux États-Unis, quand vous avez un salaire, il y a des taxes qui sont appliquées. La province va prendre ces taxes.
Le gouvernement fédéral va prendre ses taxes. La caisse de social sécurité la caisse sociale va prendre aussi ses taxes. Et vous avez d'autres taxes comme ça qui seront prises à partir de votre paycheck. Mais l'argent aussi que vous faites en dehors de votre boulot, ça veut dire que si elle a une coop qu'elle est en train de faire avec quelqu'un, elle s'achète une voiture quelque part à Dubaï et tout ça, et elle vend cette voiture à quelqu'un. Cette personne va lui remettre de l'argent, mais l'argent que maman Tété va recevoir n'est pas taxé par l'État. À la fin de l'année, maman Tété n'a même pas besoin de déclarer, de dire que oui, j'ai vendu à cette personne une voiture de 10 000 $ et j'ai eu un extra 10 000 $. Cette income de maman Tété n'est pas taxée. Et la plupart des Congolais vivent un peu de COP. Ça veut dire que leur income sur leur revenu n'est pas vraiment taxé. À part peut-être si vous travaillez dans une compagnie, comme je l'ai dit, là peut-être vous aurez des taxes qui sont appliquées. Mais si vous n'avez pas vraiment du boulot dans les compagnies, vous faites des business vous-même en dehors des compagnies dans le privé, vos revenus de toute l'année échappent carrément à l'État. L'État ne vous taxe pas sur ces choses. Et dans les émissions passées, je disais même à l'État que l'État doit commencer à taxer sur ça. L'État doit commencer à penser comment on doit commencer à mettre notre main sur cet argent. Maintenant, comme je disais que la situation est un peu bizarre en République démocratique du Congo, c'est parce que comme moi, vous réalisez maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui ne payent pas les taxes. Mais l'attente de la population, tout le monde attend quand même des solutions de ce gouvernement. S'il y a seulement 10% de la population qui paye les taxes à l'État, l'État pourra peut-être accommoder seulement les 10%, mais pas tout le reste de la population. Et c'est un peu ça la situation en République démocratique du Congo. Parce que les Congolais, ce qu'ils sont en train de se dire, c'est ça. Chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement qui est en train de sortir, les Congolais se disent que ce gouvernement doit avoir un haut budget pour répondre aux problèmes de la population. Ça veut dire que vous, en tant que Congolais, vous avez accepté que votre gouvernement puisse vous taxer plus d'argent pour atteindre ce 10 milliards de dollars. Donc, au fond, la population est d'accord avec ce principe. Mais en réalité, la population ne paye pas. Dans un pays, il y a des activités qui font partie de l'économie d'un pays. Et ces activités, on va les coter à 100%. C'est-à-dire que tout l'argent de ce pays est en train de se passer à l'intérieur du pays et 100% des activités et des revenus se font dans ce pays. Quand le gouvernement est en train de faire son budget, ils sont en train de se baser sur leur capacité de récolter de l'argent de cette économie. Ça veut dire que l'État peut dire qu'on va essayer de récolter 3%, on va essayer de récolter 10% de toute cette économie. Le problème en République démocratique du Congo est que notre gouvernement, notre État congolais, n'arrive pas vraiment à s'organiser pour récolter beaucoup d'argent auprès de la population. Et c'est vraiment ça la faiblesse de notre État en République démocratique du Congo. Mais de l'autre côté aussi, vous allez remarquer que la population a le reste de l'argent. Parce que si l'État n'arrive pas à récolter de l'argent, ici je vous ai donné un exemple où l'État dit par exemple qu'on va essayer de récolter 100%, mais l'État n'arrive pas à le faire. Ça veut dire que 90% de toutes ces activités sont en train d'échapper à l'État. Mais comment expliquer que vous, peuple congolais, vous avez 90% de cette richesse entre vos mains, mais vous n'arrivez pas toujours à vous organiser, vous n'arrivez pas toujours à créer de la richesse. On dit que les Juifs n'étaient pas permis d'acheter des terres en Europe, mais les Juifs ont trouvé quand même une façon de créer de la fortune malgré ça. Ils se sont organisés et ils ont commencé à vendre des marchandises. Ils ont commencé à faire du commerce, des petites histoires comme des fruits, des légumes. Donc, ils se sont vraiment lancés dans le commerce. Au fur et à mesure qu'ils ont commencé à faire de l'argent, ils ont commencé à créer leur propre banque pour commencer à appuyer maintenant leurs activités économiques. Et vous savez que dans leur religion, eux, ils se disent toujours, ou bien dans leur culture, eux, ils se disent que dans une société, il ne peut pas avoir des faibles. Bon, ils ne disent pas qu'il ne peut pas avoir des faibles, mais ils disent que dans une société, vous devez faire attention à ceux qui sont faibles. Ça veut dire que ceux qui sont faibles dans la société, vous devez commencer à les apprendre à se lever. Vous ne devez pas les assister avec un système peut-être socialiste ou bien quelque chose comme ça, mais vous devez les assister d'une autre façon et les aider vraiment à se relever pour que la société puisse aller de l'avant. Parce que les pauvres dans une société ont aussi une pression fiscale qu'ils mettent dans la société. Et ce que les Juifs sont en train de dire est que si nous tous, on est en train de s'entraider, on pourra se relever et il n'y aura pas beaucoup de pauvres dans notre société et nous tous, nous pourrons
vraiment enjoy les fruits de notre travail. Et la logique est la même au Congo. Mais malgré le fait qu'au Congo, les gens prient beaucoup, les gens ne sont pas toujours unis. Les gens ne travaillent pas toujours ensemble. Ils ont toujours une certaine méfiance entre eux. Mais comment expliquer que vous priez toujours, vous avez des frères en Christ, vous avez des sœurs en Christ, mais quand il s'agit de travailler ensemble pour faire des affaires, vous n'arrivez pas à vous réunir. Vous vous réunissez dans les églises, vous vous réunissez dans les matins, dans les fêtes, mais quand il s'agit de faire des affaires ensemble ou bien de générer de la richesse ensemble, vous maintenant, peuple congolais, vous n'arrivez pas à le faire. C'est ici maintenant que vous allez comprendre que les membres de ce gouvernement sont issus de la population. Ça veut dire que notre leadership à la tête du pays et dans le gouvernement, dans les assemblées nationales et au Sénat, tous ces gens sont issus de la population congolaise. C'est-à-dire que si la population a un problème, tous ces gens qui vont sortir de la population, ils auront aussi le même problème. Donc, il n'y aura pas vraiment beaucoup de changements. Le Congolais doit changer à la base, comme ça, over time, sa mentalité aussi va commencer à changer et il va faire les choses d'une meilleure façon. Comme je l'avais dit la fois passée, à l'Assemblée nationale, c'est un rapport de force. Donc d'un côté, vous avez les députés, eux ils sont au milieu, eux ils sont en train de penser à 2023. De l'autre côté, vous avez les partenaires, eux ils sont à l'extérieur du pays, et ils sont en train de pomper l'argent sur les députés ou sur le gouvernement et les autorités congolaises pour leurs intérêts à eux. Eux, ils sont en train de donner cet argent pour leurs intérêts. De l'autre côté, vous avez maintenant les expatriés. Eux, ils sont maintenant en République démocratique du Congo. Ils font des business en République démocratique du Congo. Eux, ils sont en train de payer des lobbies pour que ces lobbies puissent partir dans votre Assemblée nationale et qu'ils puissent influencer votre politique au niveau de l'Assemblée nationale. Vous, maintenant, peuple congolais, dans tout ça, vous n'êtes pas là. Parce que vous êtes censé normalement créer une force économique, avoir assez de l'argent, avoir votre propre lobby qui va aussi parler de vous à l'Assemblée nationale. Mais vous êtes en train de compter sur les députés d'avoir une bonne conscience pour qu'ils puissent vous aider. Ce qui est vraiment difficile pour un politicien. Vous devez comprendre que l'argent que votre gouvernement est en train d'utiliser, c'est l'argent des partenaires et c'est l'argent aussi des expatriés. Ça veut dire que quand le gouvernement est en train de récolter les taxes, la plupart des taxes que le gouvernement est en train de récolter, il récolte auprès des partenaires et auprès des expatriés. Mais auprès de la population congolaise, le gouvernement n'arrive pas vraiment à récolter assez d'argent pour pouvoir vraiment répondre à vos problèmes. Vous, maintenant, dans tout ça, vous vous attendez maintenant que l'argent des partenaires et que l'argent des expatriés puissent maintenant résoudre vos problèmes à vous. Et ça, c'est quelque chose que l'homme congolais ne doit plus faire. Cet argent, c'est l'argent des partenaires. Eux, ils ont donné cet argent pour leur intérêt. C'est l'argent des expatriés. Eux, ils ont donné cet argent pour leur intérêt. Votre gouvernement prend cet argent et votre gouvernement est en train d'investir cet argent. Ça veut dire que vous allez vous faire des histoires comme des sauts de moutons. Vous allez vous faire des histoires comme une nouvelle cité Kitoko. Vous allez faire des histoires comme des zones de libre-échange. Et toutes ces histoires n'ont rien à voir avec les Congolais. Vous aurez des projets comme INGA 3, INGA 4, INGA 5, mais tous ces projets sont des projets des partenaires. Ça veut dire que c'est eux qui ont donné l'argent pour que ces projets soient faits pour leur intérêt à eux. Parce que eux, ils savent qu'en donnant leur argent, et si cela se fait, ça sera à leur intérêt. Et la même chose avec les expatriés. Eux, ils donnent leur argent, et si ces choses se font, ça sera pour leurs intérêts à eux. Et vous, la population, vous êtes content quand vous voyez des sauts de moutons, vous êtes content quand vous voyez une nouvelle cité de Kitoko, vous êtes content, mais vous ne réalisez pas dans tout ça que vous êtes en train d'utiliser l'argent des partenaires. Vous n'utilisez pas votre argent à vous. Donc, en tant que Congolais, vous devez vous dire maintenant que ces solutions qui sont en train d'être créées ne sont pas des solutions congolaises. Au Congo maintenant, personne n'a besoin d'une nouvelle cité Kitoko. Au Congo maintenant, personne n'a besoin d'un grand barrage d'Inga qui va nous faire peut-être 3-4 ans pour le construire. Au Congo, bon, ici quand je veux parler d'Inga, je veux un peu être précis, parce qu'il y a le projet de Inga. C'est un projet qui doit se faire pour que le Congo soit indépendant du point de vue électricité. Donc ça c'est pas un débat, ça c'est quelque chose qui doit se faire. Mais la question qu'on peut se poser, c'est en termes de priorité. Qu'est-ce qui est plus important maintenant pour les Congolais? Votre gouvernement n'a pas assez d'argent. Et tout ce que votre gouvernement est en train de faire, ce sont les partenaires qui sont en train de financer.
Au lieu d'aller vous emprunter pour beaucoup d'argent et mettre ça sur Inga, un grand projet de Inga, vous pouvez utiliser vos petits moyens pour commencer à trouver des meilleures solutions qui auront plus d'impact et qui pourront scale over time. Ça veut dire que quand vous allez commencer à faire beaucoup d'argent, vous pouvez maintenant prendre cet argent et trouver une solution qui est plus durable comme Inga. Et vous n'aurez pas vraiment cet attachement envers les partenaires et vous n'aurez pas cette dette que vous aurez envers les partenaires. Donc c'est ça pour moi, je trouve que c'est une meilleure stratégie. Il faut commencer petit au niveau des provinces, trouver des petites solutions, trouver des petits réseaux électriques. Et quand la population va commencer à se retrouver, un Congolais pourra avoir l'électricité pendant peut-être 12 heures ou bien 15 heures dans une journée, c'est là que cette population va commencer à créer les richesses. Et avec ces richesses, l'État, maintenant, vous allez commencer à avoir plus de taxes et plus d'impôts et à récolter plus d'argent. Et quand vous récoltez plus d'argent comme ça, c'est là que l'État congolais, en tant qu'État congolais, peut se lancer maintenant dans un projet comme Inga. Mais quand vous prenez l'argent des partenaires qui viennent pour mettre sur Inga, vous, en tant que Congolais, vous devez comprendre que cet argent vient des partenaires. Donc cet argent, c'est pour l'intérêt des partenaires. Si vous acceptez cet argent, ça veut dire que vous avez mal calculé en tant que Congolais. Vous-même, vous avez mal raisonné parce que vous êtes en train de faire des projets. Vous êtes en train d'espérer que votre vie en tant que Congolais va s'améliorer avec l'argent des partenaires, avec l'argent des expatriés. C'est là maintenant que je dis que le Congolais doit changer sa façon de faire les choses. Vous devez comprendre en tant que Congolais que si vous n'arrivez pas à vous organiser en tant que peuple congolais, vous n'aurez jamais de la richesse en tant que peuple. Ça veut dire que ce pays-là, on peut même venir vous l'arracher. Parce que vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez être esclave dans votre propre pays. Jusqu'à ce que vous allez comprendre que vous devez commencer à vous réunir en tant que Congolais. Vous devez commencer à vous organiser en tant que Congolais, même dans l'informel. Parce que le Congo a une structure en place. La structure du Congo, comme je le disais, elle n'est pas une bonne structure, mais il y a quand même une structure en place. Il y a 260 taxes, c'est beaucoup de taxes, mais il y a quand même 260 taxes. En tant que population, en tant que Congolais, nous devons commencer maintenant à penser comment on va faire maintenant pour échapper à ces 250 taxes. Comment nous, Congolais, on peut se réunir, on peut construire des organisations dans l'informel même, où nous pouvons échapper maintenant à ces taxes. Et ici, quand je dis échapper à ces taxes, ce n'est pas échapper d'une façon illégale. Parce que nous, on peut faire notre structure dans l'informel, on peut avoir une structure, on peut s'organiser, il est possible de s'organiser dans l'informel. Il y a beaucoup de pays dans le monde, par exemple, vous avez des pays comme le Pakistan, vous avez des pays comme l'Inde, vous avez des pays comme le Brésil qui sont en voie de développement. Et ces pays aussi ont un système informel qui est vraiment fort dans ces pays parce que ce sont des grandes populations, vous n'allez pas vous développer comme ça overnight. Donc ça va prendre du temps pour que ces populations aussi puissent se développer. Mais eux, ce qu'ils ont pensé dans tous ces autres pays, ils ont pensé, au lieu de faire comme au Congo, où les autorités sont en train de pousser les gens qui sont dans l'informel à venir vers le formel, eux, ils sont en train de penser maintenant à comment intégrer l'informel au formel. Ça veut dire que dans l'informel, les gens ne gagnent pas beaucoup d'argent. Et c'est là que vous allez même remarquer que les banques congolaises ne sont pas à l'intérieur du pays. Parce que vous n'allez pas vous faire beaucoup d'argent avec la plupart des gens qui se trouvent dans l'informel. Dans l'informel, c'est une économie un peu, une économie de base. On appelle ça souvent l'économie du peuple. Parce que ce sont des petites économies, des petites activités que le peuple est en train de faire pour se retrouver. Mais ils sont quand même nombreux. Ce peuple est nombreux et ensemble, ils font une force économique. Mais individuellement, ils ne sont pas très forts parce qu'ils ne font pas vraiment assez d'argent. Et c'est ça que le Congolais maintenant doit comprendre. Comment on peut se réunir nous tous et créer maintenant une force économique. Et comme ça, nous pourrons avoir nos propres lobbies, on pourra payer des gens qui peuvent partir à l'Assemblée nationale et défendre nos intérêts. Ces gens vont commencer à dire qu'on exige de l'eau, on exige du courant, on exige des meilleures routes. Et c'est comme ça que vous faites le rapport de force à l'Assemblée nationale. Mais si vous êtes en train de compter sur l'argent des partenaires pour répondre à vos propres solutions, ça ne va pas se faire. Rentrons maintenant dans notre exemple des Juifs.
Les Juifs, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils doivent se supporter entre eux. Parce que comme je le disais, si vous êtes faible dans une société, vous êtes une charge pour les autres personnes de la société et eux, ils ne veulent pas ça. Eux, ils veulent vraiment qu'ils puissent construire une communauté ensemble. Ça veut dire que eux, maintenant, ils vont chercher maintenant à se soutenir entre eux. C'est que le Congolais, maintenant, doit apprendre. Je vais vous donner maintenant un exemple. Au Congo, quand on parle du support à la congolaise, c'est que vous êtes maintenant chez vous à la maison, vous habitez votre beau quartier à Macampagne ou bien à Montfleury, vous êtes dans votre belle maison climatisée. Vous sortez de chez vous le matin, vous devez faire les courses pour acheter le pain. Et vous quittez de chez vous et vous passez maintenant, vous êtes en train de conduire maintenant dans les rues du quartier. Vous êtes en train de voir maintenant tous les vendeurs qui vendent le pain tout au long de la rue. Vous passez maintenant tous ces vendeurs, vous arrivez à la cabine du coin, vous payez peut-être pour acheter quelques unités et puis vous continuez maintenant vers la Gombe. C'est là-bas maintenant que vous allez faire vos achats. Vous avez quand même contribué à l'économie congolaise parce que vous avez acheté des unités à la cabine du coin. Ça veut dire que le monsieur qui vend à la cabine du coin a quand même reçu de l'argent de vous et ça va l'aider aussi à faire ses activités et à acheter son inventory. Donc vous avez mis de l'argent dans un Congolais. Mais vous avez continué maintenant. Votre plus grande dépense, c'est ça que vous allez faire à Gombe. Arrivé à Gombe, vous allez vous acheter du pain chez un expatrié. Vous allez vous acheter du lait chez un expatrié. Vous allez vous acheter du miel chez un expatrié. Et vous allez acheter toutes ces histoires chez les expatriés. Ça veut dire que vous avez pris votre argent en tant que Congolais, vous avez pris le pouvoir d'achat congolais et vous l'avez transféré maintenant et vous l'avez donné à un expatrié. Le support maintenant que dont les Juifs sont en train de parler, c'est un support un peu différent. C'est ça que les Congolais maintenant doivent apprendre. Ça veut dire que dans ce scénario, vous êtes dans votre maison à Macampagne, bien climatisée. Vous quittez maintenant la maison et vous êtes en train d'aller vers Gombe pour faire vos courses. Non seulement vous freinez chez le gars du coin, vous achetez vos unités, mais vous allez aussi chez toutes les mamans qui sont assises à côté. Vous dites aux mamans que si elles arrivent à se faire enregistrer à l'État, si elles arrivent à nettoyer leur lieu de travail, si elles arrivent à vous donner un pain qui est un peu plus propre, et si elles arrivent à répondre au fait à vos exigences, vous allez dépenser tout votre argent chez elles. Ça veut dire que vous, maintenant, en tant que Congolais, vous êtes en train de lancer un défi à un autre Congolais. Cette façon de faire, cette façon de empower le Congolais, c'est ça que le Congolais doit commencer à faire aujourd'hui. Au lieu de prendre votre argent et donner à des gens qui vont investir dans d'autres pays, prenez votre argent et mettez ça sur le Congolais. Si vous trouvez que ces gens ne comprennent pas, vous avez de l'argent, vous avez des connaissances, parlez à vos frères de l'église, parlez à vos sœurs de l'église, parlez à vos tantes, vos cousines, vos oncles. Réunissez-vous, mettez votre argent ensemble, prenez tous ces marchands, encadrez-les, créez une structure où vous allez commencer à prendre cet argent et mettre ça sur ces marchands. C'est là maintenant que vous allez commencer à empower les Congolais. C'est là maintenant que la communauté congolaise va commencer à avoir de l'argent. Parce que rappelez-vous que je vous ai dit que le gouvernement n'arrive pas à récolter les taxes auprès de la population. Ça veut dire que vous, la population, vous avez toutes les richesses. Vous avez 99% de l'argent qui circule au Congo. Vous devez seulement apprendre à vous organiser entre vous. Comme ça, vous pouvez créer de la richesse avec cet argent. Mais vous, maintenant, vous êtes en train de regarder vers un gouvernement. Et ce gouvernement-là n'arrive pas à récolter assez d'argent pour faire une différence dans votre vie. Et l'argent qu'ils sont en train de récolter, c'est l'argent des partenaires. Ce n'est pas votre argent à vous. Donc cet argent est là pour travailler pour les partenaires, pas pour vous. Les Congolais, vous devez comprendre ça maintenant. Et c'est là maintenant que vous devez commencer à utiliser votre propre stratégie pour faire face à ce problème. Le Congolais doit apprendre à ne plus compter sur son gouvernement. Ce gouvernement, comme je vous l'avais dit la fois passée, le taux de probabilité que le gouvernement va faire quelque chose de positif, que le gouvernement va résoudre le problème du Congolais, ce taux de probabilité n'est pas très élevé quand vous regardez les données depuis 1960 jusqu'à présent. Ça veut dire que vous, Congolais, vous devez arrêter maintenant de faire confiance à ce gouvernement et trouver vos solutions à vos problèmes vous-même. Donc vous, peuple congolais, vous devez commencer à vous organiser en tant que médias, en tant qu'ingénieur, en tant que professeur, en tant qu'élève. La communauté congolaise doit commencer maintenant à être soudée, à s'organiser. Vous devez commencer à vous organiser et à créer des structures.
En créant ces structures, vous pouvez maintenant commencer à investir en vous-même et c'est comme ça que vous allez créer une richesse dans ce pays.